Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en ce dimanche 27 mars pour cette conférence qui a pour thème, je vous le rappelle, réconciliation homme-femme, se comprendre pour mieux s'entendre. Alors c'est à peu près le thème dont on va parler aujourd'hui avec mes deux interlocuteurs qui vont arriver d'une seconde à l'autre, que je vais vous présenter. Alors commençons peut-être par Frédéric Delavier. Frédéric Delavier, qu'est-ce qu'on peut dire? D'abord le dessin, les Beaux-Arts de Paris, et déjà un attrait pour le sport et la compétition, puisqu'en 89, vice-champion de France junior de force athlétique, ce n'est pas rien. Et à partir de 98, 25 ouvrages sur la musculation, l'anatomie, le sport, et c'est sur YouTube qu'on le retrouve avec ses vidéos, bâties sur une de ses spécialités, qui est la paléoanthropologie. C'est un univers d'études infinies qui a pour but d'expliquer les comportements des gens d'aujourd'hui par rapport à nos ancêtres, aux habitudes passées. Avec moi, j'aurai donc Stéphane Edouard, sociologue diplômé en sociologie des organisations, auteur de L'homme idéal, paru chez Flammarion. Depuis maintenant 10 ans, il décortique avec beaucoup de finesse les relations femmes, les relations entre les gens, comment on se rencontre, comment on interagit avec l'autre sexe. Donc sans plus attendre, moi j'ai envie de dire en route pour une réconciliation naturelle entre hommes et femmes. Et je vous demande d'accueillir Frédéric Delavier et Stéphane Edouard. Alors, il me semble que vous étiez tous les deux en coulisses. Est-ce que, Frédéric, je n'ai pas écorché ma présentation? Est-ce qu'il y a quelques petits éléments qui manqueraient au texte que j'ai fait comme ça, rapidement, en une minute? Non, c'est parfait. C'est bien. Alors, si c'est parfait, Stéphane, est-ce que, pareil, j'ai oublié certaines choses? Non, Léo est toujours aussi parfait et je vais le prendre par surprise. Les séminaires, ça y est, il commence à transpirer. Les séminaires commencent toujours par des remerciements, donc il n'y a pas de raison que les conférences ne commencent pas par des remerciements. Et nous allons tous remercier Léo pour ces 2 ans passés avec nous, car Léo, après-demain, part et Léo nous quitte. Léo a choisi de vivre, et oui, Léo a choisi de vivre la vie à l'américaine. Léo part à San Francisco mardi à 14h, je ne sais plus combien. À 10h. À 10h. Donc Léo, voilà, c'est mieux que ce soit lui qui gère son billet parce que si c'est moi, il va le rater. Donc voilà, j'en profite publiquement pour remercier Léo de son professionnalisme, de sa ponctualité, de sa créativité, de ses idées, de sa disponibilité, de tout ce qu'il a fait pour moi et pour nous indirectement depuis 2 ans. Et j'ajouterai que la classe de la classe et le fin du fin, c'est que Léo a toujours refusé d'être payé, pour que vous le sachiez, alors que je l'ai proposé. Donc quand on cherche un prestataire, un fournisseur ou quoi que ce soit, et que la première préoccupation de la personne, avant même de travailler pour vous, de vous la mettre à l'envers et de vous enfler sur la facture, sachez qu'il existe encore des gens comme Léo, désintéressés, passionnés et formidables. Donc merci à Léo, qui mérite encore une fois une dernière salve avant son départ. Et puisqu'on en est au remerciement, je finirai en rappelant que les bénéfices de cet événement, comme tous ceux des conférences données chaque trimestre, sont reversés à une association qui s'appelle SOS Village d'enfants et qui aide les enfants ayant perdu leurs parents à ne pas grandir séparés de leurs frères et sœurs. Voilà, merci pour vous. Merci Stéphane, merci Frédéric. Alors, on va commencer, attention, je vais parler quelques instants et après, évidemment, je vais laisser la parole à nos deux invités, à nos deux interlocuteurs. Alors, avec un petit fait d'actualité, je ne sais pas si vous avez eu vent de ça, mais il y a à peu près 3-4 jours, Novak Djokovic, le tennisman, a parlé des salaires entre les joueurs et les joueuses de tennis. Il a dit, grosso modo, que c'était normal qu'il y avait un écart entre les joueurs et les joueuses. Voilà. On va voir si Frédéric ou Stéphane pensent la même chose. Et je vais me tourner d'abord vers le sportif, évidemment. Est-ce que les femmes devraient-elles gagner autant que les hommes, tous sports confondus? Et je tends le micro à Frédéric Delavier. J'ai mon micro. Ah oui, j'ai pardon. mon micro. Je garde le micro. Moi, je vais répondre pragmatiquement. Ça dépend ce qu'elles peuvent rapporter par derrière. Hein. C'est une histoire de commerce, tout ça. Si une femme rapporte beaucoup d'argent,
peut rapporter beaucoup d'argent par les produits qu'elle va vendre, eh ben, on va la payer autant qu'un homme. Et si elle rapporte moins, on la payera moins. C'est une question de... C'est pas homme-femme à la base, c'est une question économique, quoi. Ce que tu investis pour ce que tu récupères. La calorie, l'énergie. On va arriver à la Non, calorie. mais c'est primitif à la base, c'est ça. Je veux dire, après, il y a des petits malins qui peuvent dire, bah, écoute, comme c'est une femme, elle gagne moins. Mais ça, c'était avant. Maintenant, on est dans le monde marchand, totalement. Toi, tu es un sportif de haut niveau. Tu étais un sportif. Non, tu es toujours un sportif, pardon. Tu es toujours un sportif de haut niveau. Est-ce que dans ton activité, il y a la même rémunération, la même demande d'égalité salariale, ou est-ce que c'est quelque chose qui, dans les sports de force, n'existe pas? Dans les sports de force, on ne gagne pas beaucoup d'argent déjà. Donc les gens dépensent plus d'argent en général qu'ils n'en récupèrent. C'est plutôt des passions. Après, il y a les mecs qui font les strongmen, des trucs comme ça, mais qui gagnent de l'argent. Mais c'est surtout les hommes qui intéressent dans ce domaine, parce qu'on veut voir de l'exceptionnel. Une femme soulever des poids, ça sera tout le temps moins impressionnant qu'un homme, puisqu'elles n'ont pas la même conformation, elles n'ont pas la même programmation. C'est quoi la différence de force physique? On n'est pas tous d'accord, même dans l'équipe, sur ces données-là. C'est quoi clairement pour toi, selon toi, qui est un anatomiste de haut niveau, quelle est objectivement, sans idéologie, la différence de force physique entre un homme moyen et une femme moyenne? Les femmes, déjà, elles sont basées sur l'économie. Donc, comme elles doivent porter un enfant et accoucher, elles ne vont pas développer des gros muscles. Elles vont surtout utiliser des muscles moins qui consommeront, elles vont marcher au ralenti, un peu plus au ralenti, pour conserver l'énergie pour les petits. Alors que les hommes, en général, partaient à l'extérieur chercher la calorie pour la ramener à la femme, qui, elle, attendait à la maison et avec le petit. Alors, pourquoi? Parce qu'on a un petit à croissance lente avec un gros cerveau qui est indépendant très tard. Donc elle le garde à la maison, on ne peut pas sortir, c'est gênant un petit, il y a des prédateurs. Même s'il n'y a pas les prédateurs, il y a un climat qui est un peu rigoureux. Donc Attends. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ton travail, tu nous parles de quelle époque? je parle de... Alors, ça commence... Là, dans la rue, alors, les femmes ne marchent pas plus longtemps. Hein. Oui, mais on a encore en nous tous ces processus. Donc, on va considérer que les premiers hommes, hein, donc avec la bipédie, c'est il y a 3 millions d'années, jusqu'à maintenant. Mais le fait que les femmes deviennent indépendantes et puissent travailler à l'extérieur, c'est très récent, sauf en Afrique, où ça a été un peu plus... c'était un peu antérieur, donc ça a commencé à cause du climat. Mais en Europe, les femmes sont toujours restées plutôt près à l'intérieur, ne pouvant pas aller à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'elles avaient le petit avec elles. Il fait froid à partir de 10 degrés, la température des bronches peut descendre et les petits peuvent attraper des pneumonies. Donc, comme à l'époque, on ne faisait pas un enfant, mais on en faisait 5, 6, 7 parce qu'il y en avait 3 qui mouraient et un qui ne se reproduisait pas, par exemple, parce que, je sais pas, il avait un problème. Donc, elles passaient leur vie à attendre un enfant, à l'élever, en attendre un autre. Donc, elles avaient leur métier, c'était mère. Et c'est pas parce que l'homme les mettait à la maison, on te dit, toi, tu fais ça, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité pour que l'humanité survive. Parce qu'en Europe, aller travailler avec un petit au champ, comme je dis tout le temps, à partir de 10 degrés, le petit, il va attraper une pneumonie, il meurt. Donc les femmes sont près de la calorie, sauf l'été, elles font les menus travaux, on ne les voit pas au labour, tout ça, et elles restent dans leur rôle de femmes, donc, en général. Mais ce n'est pas les hommes qui les ont mis comme ça, c'est qu'il y avait une impossibilité de faire l'inverse, si tu veux. Les femmes ne pouvaient pas avoir l'égalité dans le travail des hommes, dans le même travail de force, donc c'est pour ça qu'il y a une séparation. Alors en Afrique, on s'aperçoit que ça, c'est après, un peu plus tard, quand nos ancêtres ont éliminé les prédateurs, les femmes, elles, ont pu se mettre à ce moment-là à travailler à la production, mais ça c'est déjà au néolithique, donc elles pouvaient déjà être à l'extérieur avec les petits. Alors c'est le côté tribal, hein. Les femmes elles sont toutes ensemble, comme il ne fait pas froid, on peut prendre le petit, il y en a une qui garde à côté, et puis les nanas elles vont à la production, elles vont ramener les végétaux, elles ont des petites chèvres, pas des chèvres, mais des petites chèvres des fois à garder. Alors, si on revient au... Mais elle ne risque, le petit ne risque rien. Donc on se retrouve avec des femmes qui, par exemple, en Afrique, s'occupent beaucoup de la gestion et de l'entreprise, tu vois, à la base. Alors qu'en Europe, la femme, elle était plus à la maison, plutôt s'occupant de l'éducation uniquement des enfants. Alors plutôt, c'était le groupe de femmes qui s'occupait de l'éducation des enfants, et c'était plus tribal. Alors même dans les tests de Kimura, on s'aperçoit que les femmes africaines, par exemple, ont un taux de testo plus élevé, ont une meilleure perception de l'espace,
tu vois, dans les tests, un peu comme les hommes et les femmes. Vous savez, les hommes savent lire les cartes routières et les femmes. C'est une contestation ou un éternuement? Oui, oui, mais on a ça encore en nous. Hein. Ah oui, mais d'accord, mais sauf que là, on parle d'un truc sur les propos de Djokovic, donc après on vous a demandé dans votre sport. Oui, mais on remonte doucement. Vous êtes allé vachement loin parce que. Ben, c'est ça qui est bien. Alors, Ok, on a bien compris qu'il y a une différence de forme physique entre les hommes et les femmes, mais au final, on en est toujours avec notre question de Djokovic, est-ce qu'il a raison de dire ça ou pas? J'ai répondu au début à la question. J'ai dit, Non, parce que ça, c'est pas bon ce que vous dites. Parce que si vous dites ça, ça veut dire que chaque nana qui va jouer, je ne vous parle pas des tournois du Grand Chelem, ça veut dire qu'en fonction du contrat qu'elle va gagner, admettons une Sharapova qui engrange un max de fric, elle va être mieux payée sur le même tournoi que ce qui abonne, par exemple, si elle le gagne, parce qu'elle ne ressemble à rien. Et sauf que ça ne marche pas comme ça. C'est pour les tournois du Grand Chelem, il y a égalité homme-femme, ça on est d'accord. ouais. Et maintenant, ça veut dire que vous instaurez des inégalités sur les autres tournois, genre sur les WT, enfin, le circuit WTA. Moi, j'instaure rien du tout. Les mecs qui payent bien les femmes, et non, mais ceux qui payent bien les femmes, c'est uniquement parce qu'ils vont récupérer de l'argent derrière. Ce que vous pouvez dire après, je suis d'accord avec vous que c'est grâce aux hommes, effectivement, les droits télé, tout ça, que les hommes engendrent un maximum d'argent, ça on est totalement d'accord. Mais vous, dans ce que vous avez dit, je vous dis depuis toute l'instant, je ne suis pas encore folle à raconter n'importe quoi, c'était ça, c'était qu'en fonction de ce que la nana rapporte, elle devrait gagner X dollars par tournoi, que ça ne marche pas comme ça. Et c'est pas juste parce que quelque part, ok, certes, elle engrange un max de fric parce qu'elle a des super plastiques, mais ça, c'est ses revenus à côté, mais tennistiquement parlant. Après, maintenant, voilà, est-ce que, effectivement, alors, est-ce que oui, elles doivent gagner la même chose que les mecs pour les. Alors, je parle pas du moins du Grand Chelem parce que c'est à part et ça, c'est acquis. Alors, excusez-moi, mademoiselle, quelle est votre question? C'est que vous Je fais semblant de ne pas te connaître pour faire pro. En fait, on se connaît. Mais quelle est votre question, s'il vous plaît? C'est que vous répondiez à la question, justement, de la disparité entre les sommes gagnées par les hommes et les femmes. Alors, je vais vous expliquer quelque chose, gentlemen, comme on dit en italien. Nous allons aborder les mêmes questions. Nous avons la même grille de 10 questions, c'est-à-dire est-ce que les hommes doivent gagner la même chose que les femmes? Qu'est-ce qui agace le plus les hommes à propos des femmes? Qu'est-ce qui agace le plus les femmes à propos des hommes? Nous avons la même grille de questions et nous allons y répondre très différemment. Moi, je vais y répondre avec ma grille de lecture, ma paire de lunettes, que je n'ai pas d'ailleurs, enfin, on va imaginer que je l'ai. Frédéric, sa grille de lecture, sa paire de lunettes, c'est l'évolution depuis le néolithique. Attention, je voulais pas être agressive, alors j'avais Ah non, moi, je m'en fous. Hein. C'est une branche des sciences humaines qui s'appelle la psychologie évolutionniste. Frédéric est un expert de la morphologie et de l'évolution à travers les époques, et il a des théories uniques et que je trouve très intéressantes et que j'ai envie de partager avec vous sur pourquoi on est comme ça aujourd'hui, quelle est notre part d'animalité et qu'est-ce qui, Karine, subsiste d'animal. Oui, elle s'appelle Karine, comme ça. Dès qu'elle nous fait chier, vous pourrez tous la... C'est comme Philippe Feuillebois dans le sketch de Bigard, c'est Karine maintenant. Qu'est-ce qui, en Karine, subsiste de ton arrière ancêtre et qui fait que ce que tu es aujourd'hui? L'intérêt, c'est de nous confronter, l'intérêt, c'est de ne pas forcément toujours être d'accord, et l'intérêt, c'est de poser des questions à la fin. Merci. Alors, ni une ni deux, je vais repasser le micro. Les questions à la fin, c'est pour des raisons techniques, c'est pour qu'on les enregistre mieux. C'est pas pour vous couper, c'est pour qu'on vous fasse passer les micros que l'on a et pour qu'on entende bien votre voix, car sinon, votre voix va être floue et en arrière-plan, en fait. Donc, si tu as une question courte et bien formulée, je vais la répéter. Une question, c'est pour revenir sur ce que vous disiez et parce que j'étais en désaccord avec ce que monsieur a dit. Frédéric, tu as noté que la jeune fille à l'écharpe rose était en désaccord? On a noté, voilà. Alors, j'entends, si on reprend là, notre fameuse question sur Djokovic, voilà, tout résiderait dans combien il ou elle rapporte sur le cours de tennis. Bien sûr. Hein. Voilà. Et en plus, elle est mignonne, les gars vont regarder, elle va porter des sous-vêtements, des tenues, et puis les filles vont voir ces tenues, et puis elles vont demander à leurs copains de leur en acheter, et puis évidemment, elle va rapporter de l'argent, puisque les mecs vont pouvoir tirer, les commerçants vont pouvoir tirer de l'argent aux hommes qui vont acheter des tenues pour leurs copines grâce à, comment elle s'appelle, grâce à Maria Sharapova qui va faire des réclames pour des parfums, des trucs et des machins. Et les filles vont en demander à leurs copains pour être rassurés, pour sentir une protection masculine. Et puis les mecs, ils vont être obligés de dépenser pour pouvoir garder leurs copines.
éviter les problèmes et puis coucher, se reproduire. Alors, je me permets de te couper et je donne le micro à notre ami Stéphane Edouard. Alors, ton ami Stéphane Edouard a envie de faire un comparatif entre cette revendication salariale et une autre qui est passée totalement inaperçue parce que c'était dans un sport beaucoup moins de notoriété, beaucoup plus faible ici, qui est le basketball américain. Il y a 10 ans, alors je ne sais pas s'il y a des fans de NBA dans la salle, statistiquement il y a peut-être un ou plus, non, même pas, 0, voilà, merci d'avoir posé la question. Il y a 10 ans, le basketball américain a connu la plus longue grève de son histoire, car en réalité, les joueurs, donc vous savez, on ne les connaît pas les derniers parce que c'est un sport qui s'est quand même un petit peu communautarisé, mais bon, pour ceux à qui ça ne dit strictement rien, ce sont les petits Michael Jordan, les petits Kobe Bryant, les petits LeBron James, etc. Si ces noms vous évoquent plus quelque chose. Ces gens ont fait la grève la plus longue de l'histoire de leur sport et une des plus longues grèves de l'histoire du sport. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte en faisant leurs petits calculs qu'ils gagnaient moins en suant sur le terrain, en risquant la blessure et en étant le cœur du spectacle. Ils gagnaient moins que les organisateurs, les producteurs, que les gens qui avaient la maille, les gens qui avaient l'oseille et les gens qui promouvaient les matchs. Voilà. La NBA est organisée, tenue par un certain nombre de gens qui sont à moitié dans la politique, les lobbies, le sport et la finance. Les noms sont disponibles sur Internet. Et à un moment, les calculs ont été faits et ces gens se sont rendus compte qu'ils gagnaient environ 30% du pactole en faisant tous les efforts, en sacrifiant leurs études, en ayant démarré le sport à un très jeune âge, en ayant passé des paliers de compétition énormes, en subissant des niveaux de pression énormes, et qu'en fait 60 à 70% des gains allaient à des gros messieurs à cigares dans des tours ou dans des bureaux à Los Angeles et à San Francisco. Et j'ai envie de rapprocher ce phénomène de celui qui est le cas qui nous occupe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au-delà de la question, on pourrait poser la même question sur le salaire des footballeurs, c'est qu'à un moment, est-ce que le salaire est la rémunération morale et éthique à la goutte de sueur? Et effectivement, une femme sue autant qu'un homme à travailler son sport depuis son plus jeune âge, se lève aussitôt, se couche aussi tard, fait autant de sacrifices. Et si on rémunère à la goutte de sueur, à la passion, au dévouement et au sacrifice, alors les salaires sont égaux. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui s'appelle capitaliste, que le mérite, c'est pas grand-chose. La goutte de sueur n'a pas le même prix dans tous les pays, n'a pas le même prix dans toutes les classes sociales, et n'a pas le même prix selon votre spécialité, votre niveau de diplôme, votre niveau d'études. Donc la rémunération à la goutte de sueur permettrait d'arriver à l'égalité, mais on n'est pas rémunéré au mérite, à l'effort et à la goutte de sueur, on est rémunéré, comme l'a dit Frédéric, et je suis presque contraint d'aller dans son sens, même si de temps en temps je ne serais pas forcément d'accord avec toi, mais là je le suis, c'est que comment, dans un monde capitaliste, rémunérer les acteurs d'un sport business autrement que par les revenus qu'ils génèrent? Les salaires des footballeurs sont immoraux si vous le voulez, sont décorrélés du réel si vous le voulez, et ils sont décorrélés de leur intelligence encore plus. Je suis également autant agacé que vous de voir un Nasri ou un Ben Arfa en Lamborghini avec son look de racaille et sa tête de con, ça m'énerve également. Le problème, c'est que Nasri rapporte à un business qui s'appelle le football beaucoup plus que ne rapporterait Stéphane Edouard, Léo Duquesnel ou Frédéric Delavier. Donc à un moment, si c'est pas lui qui prend les sous, c'est qui? Ceci dit, ils sont de moins en moins cons, hein, et ils sont de plus en plus au courant du système. Ils savent que ça dure pas longtemps, et ils ont quand même du recul sur ces choses-là. On a quand même, actuellement, il faut voir quand même que même les footballeurs, quand on discute avec, hein, ils sont tous sauf des cons. Hein. Yaya qui est là, on les connaît. On a certains qui sont des amis à haut niveau. Je peux dire, c'est plus des idiots, c'est plus des cons, c'est des mecs qui. Oui, mais il y en a quand même pas mal qui ont du recul sur ce qu'ils sont, quoi. Alors, donc pour finir mon argumentation, si on enlève 10 millions à Ibrahimovic, on les donne à qui? Si on enlève 10 millions à Nadal et Federer, on les donne à qui et pourquoi? Sous quel motif? Si on enlève 10 millions à Nadal et Federer, ils ne vont pas aller à Sharapova. Ils vont aller aux gens dans des bureaux en Suisse qui gèrent le circuit de tennis comme Platini et Blatter géraient le foot. Donc, entre deux mots, choisissez. Alors, je poursuis. On a beaucoup de plans et le temps passe à une allure que je ne peux contrôler. Alors, le sujet des relations hommes-femmes, c'est... Il est poète, Léo, maintenant. C'est le départ, en fait, c'est San Francisco. C'est un des rares mondes voilà, où tout le monde a vraiment un avis.
quand ça se voit dans une soirée ou dans une discussion comme ça, tout le monde a un avis sur ah, t'as vu, elle est un petit peu en froid avec son copain, ou lui, il l'a trompé, ou que sais-je encore. Et tout le monde, il va de sa petite graine, de sa petite explication pour savoir qui dit vrai, qui dit. Sûr. Surtout Karine. Karine, elle n'a pas peur de mettre sa graine et son explication Sur quoi les relations exactement? de J'ai perdu. Sur les relations de femmes, Frédéric. Et alors, je vous demande, monsieur Delavier, quelle est la réflexion, la contradiction que on vous fait le plus souvent et qui vous agace le plus à propos des relations hommes-femmes La relation. ou à propos des rapports hommes-femmes. Quand tu développes tes théories, Ouais. c'est le cas avec moi, il y a toujours un argument qui revient pour te contredire. Et toi, ça Ah oui, ça oui, doit oui, t'agacer. oui, le truc tout le temps, Lequel c'est. est-il C'est pas vrai, on n'est plus des animaux. C'est pas vrai, ça fonctionne pas comme ça. Mais malheureusement, comme je dis tout le temps, si tu ne prends pas du recul sur ce que tu es réellement, donc c'est la mémoire génétique de ta lignée qui est en toi et qui te programme pour faire certaines actions, pour avoir certaines réactions à certains stimuli, si tu n'as pas de recul là-dessus, bah tu restes un animal. Alors dire que non, moi je suis pas un animal, bah ça veut dire qu'à ce moment-là, tu es encore plus, tu es au ras de la terre. Alors à partir du moment où tu prends du recul sur ce que tu es réellement, alors en tant qu'homme, ah tiens, regarde, elle a un beau cul celle-là, tu vois des fesses d'une certaine façon, t'es comme ça, ou la fille qui dit, oh, j'ai rendez-vous avec un garçon, ah, il est super, c'est un avocat, tu vois, ça fait bien, J'ai jamais entendu cette phrase. tu vois. Je ne sais pas si un homme dans cette salle a déjà entendu Et un moi, je vois- autre homme apprécié et validé par son métier et son statut social, mais moi, jamais. Toi, Léo, non. Voilà, je vois rarement Jamais. des garçons entre eux qui disent, ah, j'ai rendez-vous avec une avocate ou avec les juristes, tu vois. Ah, tu vois, j'ai jamais vu ça. Ils font attention au physique. Donc, le fait de ne pas vouloir accepter son animalité fait qu'on reste dedans et qu'on est des bêtes à ce moment-là. Alors, à partir du moment où on accepte son animalité, on accepte de voir pourquoi on aime les filles avec des fesses comme ça, pourquoi d'abord on ne s'intéresse pas à ce que nous dit la fille, mais bon, à son visage, ses lèvres, ses fesses, sa taille fine. Bah oui, les mecs, ils regardent comme ça, ils regardent ça. Puis les filles, les magazines. Ne cherche pas la validation. Non, mais de la c'est que des. côté-là. Les magazines féminins. Ne lis pas dans mon Les regard la magazines validation. t'en as pas là, des magazines féminins, c'est ça de réclames, que des réclames sur comment être belle. Hein. Et puis après des ragots et des conneries. Oui, mais non, mais les ragots avaient une importance énorme chez la femme. Tu vois, voilà, elle, c'est des conneries, tu vois, voilà, je sais pas, des femmes au lit, des chaussures, du parfum avec des blondes aux yeux bleus, que des trucs pour être belle. Les mecs, il n'y a pas de trucs, à part maintenant un peu, il y a une tendance inverse, mais les mecs plutôt c'est montrer la puissance. J'ai la grosse voiture, j'ai, je sais pas moi, un livre d'économie. Les mecs vont chercher à s'affirmer physiquement, énergétiquement, alors qu'une femme va chercher à s'affirmer par son aspect, tu vois. Donc si tu prends pas du recul là-dessus pour comprendre pourquoi, bah t'es une bête, quoi. Donc on vous reproche de réduire trop. Mais je suis pas trop au comme stade ça. Alors moi j'ai animal. fait pleurer des copines, Ah. j'ai des ex en leur disant, les femmes, il y a eu la séparation, c'était ma grande théorie, en expliquant que avec le passage à la savane, on était bipèdes, elles portaient les petits dans les bras, hein, alors que les mamans chimpanzés, nos ancêtres étaient avant, il y a plus de 3 millions d'années, il y a 6 millions d'années et quelques, ils étaient en forêt, la maman avait le bébé sur le dos qui s'agrippait, c'est elle qui cherchait la nourriture, puis il y avait un groupe de mecs autour qui gardaient le territoire pour éviter les autres mecs de venir et puis pouvoir transmettre leur gènes en baisant les femelles. Mais c'était les femelles qui s'occupaient de nourrir les petits et qui faisaient l'éducation. Et puis ça a changé fondamentalement avec la bipédie, sûrement qu'on a acquis en forêt, parce que avoir cette bipédie qui commence balbutiante en savane, on va se faire bouffer par les fauves. Donc on devait être déjà un peu habitué. Bipédie, c'est marcher sur ses deux C'est jambes. marché comme ça, hein, voilà. Donc le problème, c'est que cette bipédie, ça a des avantages, mais ça a des avantages énormes pour les mâles en savane et des inconvénients terribles pour les femelles parce qu'elles sont obligées de porter un bébé et puis elles n'ont pas les hanches larges parce que le petit est plus petit avec un crâne plus petit, donc ça tombe, elles le portent en permanence comme ça, donc ça devient des proies pour les prédateurs parce qu'il y en a beaucoup en savane et pas en forêt, hein. C'est terrible, donc elles sont condamnées à rester près des arbres et à se faire nourrir par les mecs, hein. Et ça commence par les mecs, par les hommes qui vont chercher la nourriture. Alors c'est beaucoup plus complexe que ça parce que j'ai expliqué la perte d'eau estrus, c'est un processus, tout ça c'est des processus inconscients. Et du coup elles restent près des arbres, elles se font nourrir, et c'est celles qui se font nourrir par les mâles en échange de sexe, donc sexe contre nourriture. Et comme dit, les femmes, c'est sexe contre nourriture, c'est j'échange ma sexualité, je montre que je suis une femelle, j'échange, et puis le mec il vient te donner à manger, et comme ça tu peux survivre.
Parce qu'autrement, si tu vas chercher ta nourriture avec le petit à côté avec toi, comme faisaient nos ancêtres de forêt, bah, tu passes directement dans l'estomac des prédateurs. Donc il y a à ce moment-là cette fracture dans l'échange des tâches, tu vois, entre l'homme et la femme. Si vous voulez. Donc c'est pour ça que les femmes sont intéressées par la calorie, par ce que peut apporter un homme, et que l'homme, lui, bah, il est essentiellement intéressé par le sexe et par le physique de la femme. Et c'est pas méchant. C'est pas les hommes sont des obsédés qui pensent qu'au cul et à mater les filles sont que intéressées. Non, c'est la seule solution que la nature a trouvée pour que nous arrivions jusqu'ici et que nous nous interrogions sur ça. Donc on va remercier la nature, si vous voulez, de ce que nous sommes. Maintenant, ça change. Les femmes peuvent aller travailler. Hein, le monde change, l'évolution est tout le temps en mouvement. Mais voilà pourquoi les femmes s'intéressent plutôt à un avocat avec une belle voiture qu'à un cheminot. Je sais pas moi. Sans voiture. Sans voiture et bon. Alors, aucun emploi précaire ou qu'un RSA, c'est ça ou qu'un... Je me permets, Frédéric, de passer la parole parce qu'on essaie d'être égalitaire à la fois homme-femme ici, comme vous pouvez le constater, mais aussi sur la table. Voilà, je suis au centre, donc maintenant c'est à Stéphane. Merci François Béot. Alors moi je ne vais pas embrayer sur la théorie de Fred de la bipédie car je n'y ai c'est sa compétence, c'est son domaine et je le laisse expert de la bipédie. Je rappelle que la question de Léo était quelles sont, quand on étudie le sujet des relations hommes-femmes, les objections qu'on se prend systématiquement dans la figure de bonne foi et qui agacent le plus. C'était ça la question initiale. On est pareil. Moi j'ai 3 choses que je me prends systématiquement dans la figure. À peine ai-je commencé la première phrase. La première s'appelle l'hystérie. C'est-à-dire que beaucoup de femmes ont beaucoup de mal à entendre des arguments jusqu'au bout, parce qu'avant d'arriver au bout, ça commence à monter dans les tours au niveau... Enfin, je fais allusion à personne dans cette salle, mais avant même d'avoir entendu l'enchaînement logique des arguments, il y a une espèce de sentiment de chevalier blanc ou de chevalière blanche qui voudrait défendre une communauté féminine abstraite, hein, comme si les femmes étaient un bloc monolithique en voie de disparition et à protéger absolument, et donc laisse place à, je ne sais pas si tu l'as eu, mais on a parfois des arguments contraires, notamment de féministes activistes, Elles sont hystériques. au bord de l'hystérie. Ah oui, mais elles ont la femme hystérique, on dit rarement un homme est hystérique, la femme est hystérique. Tout ce qu'on vous dit, c'est du vécu pendant 10 ans. Hein, c'est pas une vue de l'esprit. Je me suis fait hurler dessus et les personnes sortent de la pièce en claquant la porte, m'envoient des mails d'insultes, avant même d'avoir entendu la fin des idées. Et j'exprime mes idées, comme vous l'avez remarqué, avec un français correct, un enchaînement logique à peu près correct, et je pense que personne dans cette salle peut sincèrement dire qu'il ne comprend pas ce que je dis. Donc le premier, c'est l'hystérie qui remplace toujours l'étude sérieuse. La seconde objection et la seconde source d'agacement quand on étudie les relations hommes-femmes, c'est ce que j'appelle l'omniscience psychologique des femmes. C'est-à-dire, parce que je suis une femme, je les comprends toutes. Parce que je suis une femme, je comprends également les hommes. Pourquoi? Et alors là, c'est ma théorie, toi c'est la bipédie, moi c'est le barycentre. Pourquoi? C'est parce que je porte les enfants. C'est-à-dire qu'on est tous symboliquement là grâce au ventre d'une femme, et portant les enfants en mon cœur, en mon centre, j'ai de toute façon, quelle que soit la logique avec laquelle tu arrives derrière, j'ai toujours un cran d'avance, c'est-à-dire que je commence le sprint avec 10 mètres d'avance. Pourquoi? Car toi, tu n'approches l'essence de l'être que par la pensée, la rhétorique et le logos. Moi, l'essence de l'être vient de mes entrailles, j'élève mes enfants, je vois le comportement de mes enfants. Donc il y a déjà ce deuxième biais qui est, on y reviendra peut-être ou pas selon les chemins de traverse que Léo, l'animateur de cette conférence, nous fait traverser. En tout cas, de façon brève, le deuxième biais, c'est l'omniscience psychologique des femmes qui postulent et qui prétendent, de façon un peu paradoxale d'ailleurs et contradictoire, que l'étude des comportements est une question de femmes, que la psychologie est une question de femmes, que la sociologie est une question de femmes, et que de toute façon, un homme qui s'y intéresse, soit il le fait mal, soit c'est un inverti ou il a un problème. Voilà, si on s'intéresse à ce sujet sérieusement, avec un peu de raisonnement, on aurait un problème. Le troisième argument que j'ai gardé pour la fin, mais qui en fait est le plus souvent avancé, c'est on commence une phrase, on dit « les femmes », et là on dit « non, tu ne peux pas dire « les femmes ». Les hommes, non, tu ne peux pas dire « les hommes », on est tous différents, on est tous... Et
Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, il faut bien comprendre que quand un anthropologue, quand un psychologue, quand un sociologue dit les femmes ou les hommes, On parle global. ce n'est pas un idiot qui fait une moyenne. C'est quelqu'un qui pense en espace vectoriel. Est-ce que quelqu'un a déjà fait des maths à l'école? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que c'est qu'un espace vectoriel? Un espace vectoriel, ça veut dire que vous pouvez définir tous les points, les milliards de petits atomes présents dans cette pièce avec 3 axes qui s'appellent X, Y et Z. Quand vous dites le 1888e atome de métal qui se trouve au 3e barreau de cette pièce, vous pouvez dire qu'il a une valeur sur l'échelle des X, une valeur sur l'échelle des Y et une valeur sur l'échelle des Z. Il ne viendrait à l'idée de personne de critiquer X, Y et Z. C'est la même chose quand un anthropologue, un sociologue, un psychologue dit les hommes ou les femmes. J'ai bien conscience que je ne suis pas le monsieur du premier rang, que le monsieur du premier rang n'est pas sa voisine et que le jeune homme du premier rang n'est pas Frédéric. On n'est pas débile. Simplement, nous, on sait ce que c'est que X, Y et Z. En l'occurrence, on n'a pas besoin de 3 axes, on n'a besoin que 2, qui s'appellent H et F. H, c'est l'homme avec un grand H. F, c'est la femme avec un grand F. Personne n'est H ou F pur. Ça n'existe pas. C'est une idée, c'est un concept, c'est un axe. C'est comme X, Y et Z. Mais tous, dans cette pièce, pouvons nous définir selon un espace vectoriel avec du H et du F à proportions différentes. Le monsieur qui a l'air très calé dans sa masculinité a peut-être 85% de H et 15% de F, ou 85,3874532,1, peu importe, et la dame d'à côté, qui est peut-être son épouse, ou sa maîtresse, ou on ne sait pas, qui a l'air très à l'aise dans sa féminité, avec les jambes croisées, les bras en équilibre, qui m'écoute avec bienveillance et aménité. Il la connaît, qui m'écoute avec bienveillance et aménité, a peut-être 78, quelque chose % de féminité, et 22 ou 21, 21, quelque chose de masculinité. Donc, arrêtez, quand une phrase commence par les hommes ou les femmes, de penser que nous sommes suffisamment cons pour faire des grands sacs et vous mettre tous dans le même panier. Aucun chercheur en sciences humaines, ou même psy, ils ne sont pas tous géniaux les psys, mais bon, n'est assez con pour dire les hommes comme s'ils étaient tous pareils ou les femmes comme s'ils étaient tous pareils. C'est un espace vectoriel où la féminité et la masculinité sont des asymptotes, donc des choses qui sont inatteignables. Aucun homme n'est à 100% H, ça serait une espèce de brute homme des cavernes, voilà. Et aucune femme n'est 100% F. Et quand on a compris ça, on se donne le droit d'étudier H et F. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont des concepts, ce sont des idées qui n'ont pas de réification, qui n'ont pas de représentation au quotidien. Et je vais finir et passer le micro à Frédéric. Non, mais c'est juste il faut penser global, c'est-à-dire les femmes sont en général comme ça, en sachant que quand une femme ou un homme, les hommes sont en général comme ça, mais quand un homme vient vous voir ou une femme vient vous voir, il faut y aller en l'accueillant comme un individu vierge qui peut être différent de ce système global, quoi. Il peut avoir des variations. Donc, il ne faut jamais dire « toi, tu es comme ça parce que tu es un homme »,« toi, tu es comme ça parce que tu es une femme », mais savoir que tu as plus de chances de rencontrer ces comportements chez un homme et ces comportements chez une femme. Mais en tant qu'être supérieur, pouvant conscient, ben, il faut que tu abordes la personne en te disant cette personne peut être différente, je la prends comme un individu vierge que je vais apprendre à connaître et pas dire toi t'es comme ça. C'est juste ça. Hein. Et c'est valable pour tout. Hein. Un mec de Sciences Po peut, par exemple, moi globalement, je les aime pas, je trouve que c'est affreux, mais un mec de Sciences Po à ma je gauche. sais. Hein. Mais tu peux avoir des mecs exceptionnels, ouverts et qui ne sont pas dans un système de réseau fermé. Tu vois, on trouve de tout. Qu'est-ce qu'on fait, Sophie? On s'en va ou... Non, mais on trouve de tout. Ce que je veux dire, c'est qu'on. Donc on peut avoir une pensée globale en sachant que tout individu qui vient à toi peut être différent, peut être. C'est juste ça. Tu vois, Karine, il m'a dit que j'étais un connard parce que j'avais fait pas toi, pas toi. Pas toi, justement. Mais non, parce que j'en ai rencontré, c'était affreux, quoi. C'était bon, globalement. Mais après, j'ai rencontré des gens exceptionnels. Voilà. Donc, moi, j'ai envie de vous expliquer, enfin de finir de vous expliquer que ce que j'entends par l'homme et qu'est-ce que j'entends par la femme. Ce qui, pour une conférence qui s'appelle la réconciliation homme-femme, est quand même un peu la base. Et plutôt que de vous le donner, encore une fois, de façon comme le doigt divin qui vous l'impose, j'ai envie de comprendre comment
un chercheur en sciences humaines, approche l'idée et comment il se dit, mais c'est quoi finalement H et c'est quoi finalement F? On a trois façons de le faire. La première que je vous cite est la plus facile, la plus atteignable, mais c'est aussi la plus faible. La première façon d'essayer de comprendre ce que c'est qu'un homme ou une femme est de faire un effort d'intellectualisation qui consiste à faire une moyenne de tous les comportements masculins ou féminins que l'on connaît autour de soi. C'est le plus facile à faire, c'est ce que tout le monde fait en général, et comme souvent quand c'est facile et trop facile, c'est globalement arbitraire et erroné. Pourquoi? Parce que déjà on n'est pas représentatif, on ne voit que les gens correspondant à son âge, son statut, son milieu, sa ville, son pays, et également parce que ce n'est pas ce qu'on appelle en philosophie fonctionnel. C'est-à-dire que faire une moyenne des gens qu'on voit autour de soi, comme on voit tous ces gens de façon biaisée par rapport à l'admiration, à l'estime, au respect, au désamour, à l'irritation qu'on a envers eux, on pense atteindre un résultat objectif en faisant une moyenne d'avis complètement subjectifs et biaisés. Donc c'est ce que tout le monde fait, c'est facile, mais c'est faux. La deuxième façon de s'intéresser à l'homme et à la femme comme idée pure et abstraite, elle est très rigolote en plus celle-là, elle est à la fois pertinente, efficace et très rigolote. Je guette et j'attends de voir qui va s'énerver. Pour comprendre la féminité, vous mettez 4 filles dans une Smart ou une Polo, vous cachez un micro et vous écoutez. Pour comprendre ce que c'est que la masculinité, vous mettez 4 mecs devant une console de jeu, un match de foot, un vestiaire ou ce que vous voulez, vous cachez un micro et vous écoutez. On devient plus son sexe quand on est entre nous. Les hommes et les femmes altèrent leur comportement en présence de l'autre, car l'autre sexe les définit. Pour comprendre, pour atteindre, pour sentir ce que c'est que l'homme pur et brut de dur, c'est un vestiaire de mecs, vous planquez un micro et une caméra, vous les laissez croire qu'ils sont tout seuls et vous écoutez. Pareil avec une session maquillage chez Sephora. C'est marrant, mais en fait c'est très vrai. Tu atteins à la différence des sexes quand tu les enfermes entre eux et qu'ils se pensent seuls. Et la troisième façon de s'intéresser à la différence des sexes de façon un peu sérieuse, c'est de regarder les stars d'une époque. Une star masculine et féminine est quelqu'un qui porte en elle le dénominateur commun de tous ses fans. Une star n'est pas une star pour rien, et tout le monde ne peut pas être une star. Moi, je ne serai jamais une star parce que je suis trop unique. Il n'y a pas assez de millions de personnes en France qui portent ce que j'ai. Donc moi, j'aurai toujours les meilleurs, mais jamais les plus nombreux. Quelqu'un qui est les plus nombreux... Non mais c'est vrai. Quelqu'un qui est les plus nombreux fondamentalement, porte en elle, dans des attitudes, dans des réflexions, dans des regards, dans des tics, porte en elle ce que tout le monde voudrait être en mieux. Il n'y a pas de star par hasard. Une personne suivie par 50 millions d'autres a en elle le dénominateur commun de ces 50 millions. Pour les jeunes, pour comprendre l'idée de la masculinité à une époque donnée, on regarde qui l'incarne. Et pour comprendre la féminité à une époque donnée, on ne peut pas faire l'économie de regarder qui sont les icônes médiatiques femmes les plus suivies depuis 10 ans. Et là, ça fait un peu mal, mais c'est pas moi qui suis misogyne, c'est la réalité. C'est que Kim Kardashian a plus d'influence sur la culture dans tous les plans que Marie Curie. Et c'est pas ma faute, c'est comme ça. Voilà. Donc 3 façons d'essayer de comprendre les hommes et les femmes, enfin plutôt 2, en faisant abstraction du biais qu'on a de regarder autour de soi. Ces 2 façons, c'est 1, qu'est-ce qui change chez un homme quand il en rencontre un autre, 2 autres, 3 autres, 4 autres, 5 autres? Qu'est-ce qui se modifie chez les hommes quand ils sont ensemble? Qu'est-ce qu'ils font? De quoi ils parlent plus? De quoi ils ne parlent pas? Et pareil avec les femmes. Deuxième méthode, qui incarne l'inconscient collectif d'une époque donnée? Quelle star de la pop culture porte en elle des millions de personnes? Qui sont les hommes les plus suivis d'une époque? Qui sont les femmes les plus suivies d'une époque? Voilà pour les 3 remarques qui sont systématiquement agaçantes. L'hystérie, je suis une femme donc je connais les femmes, tais-toi. Et 3, tu ne peux pas commencer une phrase par les hommes ou les femmes parce que je suis unique et ta gueule. Voilà. Ça, c'est 3 choses insupportables qu'on entend tout le temps et que j'essaie de vous expliquer. Alors,
peut-être un petit mot à rajouter ou on passe à la question suivante? On passe à la question suivante. J'aurais pu parler de l'hystérie, mais sur un autre domaine, chez la femme, et on passera après. On passera.